Lors du barbecue de retraite de mon père, je lui ai offert une Rolex gravée avec l'inscription Thank you for everything. Il m'a regardé et a dit Tu crois que l'argent peut acheter l'amour? Tu seras toujours le dernier. J'ai souri, j'ai repris le cadeau et je suis parti. Son visage est devenu pâle. Ma mère a crié Reviens. Ce matin-là, mon téléphone a explosé avec 71 appels manqués de mes parents me demandant de tout rendre. Et puis ils ont hurlé quand ils ont découvert ce que j'ai fait ensuite. Mon père n'était pas cruel. Il fonctionnait simplement comme si les émotions étaient des passifs. En grandissant, c'était le genre d'homme qui te félicitait pour ton bulletin sans lever les yeux de la télé. Je peux les compter sur les doigts d'une main, les fois où il a dit quelque chose approchant. Je suis fier de toi. Et même alors, c'était généralement suivi d'une correction quelconque. Il croyait au travail, au silence, et à faire les choses sans en faire tout un spectacle. L'amour n'avait jamais fait partie du package. Alors quand sa fête de retraite est arrivée, j'ai naïvement pensé que cela pourrait être un tournant. Il avait travaillé dans le même cabinet comptable pendant 38 ans, n'avait jamais pris plus de 2 semaines de vacances, et avait pris sa retraite lors d'une cérémonie qui ressemblait plus à un enterrement. J'ai organisé le barbecue moi-même, chez moi, avec mon argent, mon installation, je l'ai fait traiteur, j'ai fait venir un de ces chariots de bar extérieur avec un mixologue, j'ai même loué une tente parce que la météo annonçait une légère pluie. Tout le monde est venu, la famille, d'anciens collègues, les voisins. Ma sœur Laura a pris l'avion depuis Denver pour le week-end et a essayé de jouer les pacificatrices tout le temps. Ma mère papillonnait partout comme d'habitude, essayant de s'assurer que tout avait l'air parfait, même si elle n'avait eu aucune part dans l'organisation. Tout le monde continuait de la remercier comme si elle avait tout planifié. Peu importe, ce n'était pas le but. Le but était la montre. J'avais économisé pour ça depuis un moment, même si je pouvais facilement me le permettre maintenant. Rolex submariné, cadre en noir, classique. J'avais fait graver 4 mots dessus. Thank you for everything. Je ne voulais pas que ce soit dramatique, juste un geste propre. Une fermeture, peut être ou un début. Alors j'ai attendu que la nourriture soit terminée, que les gens commencent à siroter du vin et du bourbon et à rire d'anciennes histoires qui n'étaient qu'à moitié vraies. Je l'ai pris à part près du bord du jardin, loin de tout le monde. Je lui ai tendu la boîte. Il l'a ouverte, a regardé à l'intérieur, puis m'a regardé. Pas de sourire, pas de hochement de tête, juste ce regard froid. Puis il l'a dit « Tu crois que l'argent peut acheter l'amour? Tu seras toujours le dernier. » C'est tout ce qu'il a dit. Comme si c'était un fait, comme si j'étais un étranger essayant d'acheter son attention dans un magasin de prêt sur gage. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement tendu la main, repris la boîte et me suis retourné. J'ai traversé le jardin sans dire au revoir à personne. Je n'ai même pas entendu ma mère crier tout de suite, pas avant d'avoir déjà déverrouillé ma voiture. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 71 appels manqués, 17 messages vocaux. La voix de ma mère remplissait les premiers, exigeant que je rende la montre, l'argent du déjeuner, tout. La voix de mon père était à la fin, parlant de combien j'étais ingrat, que je l'avais embarrassé devant les gens, que j'essayais de le ridiculiser, que j'essayais toujours d'être un héros avec mon argent. Je ne l'ai pas rappelé. Pas ce jour-là. Pas après ce que j'ai fait ensuite. Le lundi a commencé comme la plupart de mes lundis. Café, ordinateur portable ouvert, en faisant semblant de répondre aux emails pendant que le poids des événements du week-end planait au-dessus de moi comme un deuxième plafond. Je ne prévoyais pas de faire quoi que ce soit d'important ce jour-là. Je pensais que j'allais simplement ignorer les appels, les laisser crier dans le vide. Mais un message vocal a tout changé. C'était la voix de mon père, calme, comme il l'est toujours quand il s'apprête à devenir méchant. Il a dit « Tu m'as embarrassé devant des gens qui comptent vraiment. Si tu penses que tu peux juste jeter l'argent par les fenêtres et réécrire qui tu es dans cette famille, tu es encore plus perdu que je ne le pensais. » C'était le point de bascule. Je me suis connecté au compte bancaire séparé que j'avais ouvert pour elle des années plus tôt, à l'époque où j'essayais de gagner ma place. J'avais discrètement payé son hypothèque depuis tout ce temps. Cela avait commencé comme une faveur de 6 mois pendant une période difficile, puis était devenu permanent d'une manière ou d'une autre. Ils avaient arrêté de demander comment c'était payé. Ils avaient arrêté de faire semblant d'être reconnaissants. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je gardais tout à mon nom. J'étais le seul à avoir le contrôle total. J'avais constitué un matelas au fil des années, en ajoutant petit à petit jusqu'à ce qu'il y ait assez pour couvrir presque une année de paiement si quelque chose tournait mal. Ce matin-là, j'ai tout retiré. 46 000 $ transférés sur mon compte personnel en un seul coup. Puis j'ai appelé la société d'hypothèque et leur ai dit que je n'étais plus responsable des paiements. Laissez les emprunteurs d'origine se débrouiller. Le type au téléphone m'a demandé si j'étais sûr. Je l'étais. En fin d'après-midi, ma mère l'avait découvert. Elle a commencé à m'envoyer des textos. Le ton a changé rapidement. D'abord la confusion, puis la colère, puis quelque chose que je n'avais pas entendu de sa part depuis longtemps. La peur. La maison. Un message disait « Tu n'allais quand même pas vraiment les laisser prendre la maison. » Je n'ai pas répondu. Je suis allé me promener. Quand je suis revenu, il y avait 3 messages vocaux de mon oncle, un de Laura, et un nouvel email de mon père intitulé « We need to talk ». Le lendemain, à 8h00, quelqu'un a sonné à mon appartement. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, on a frappé à la porte. J'ai regardé par le Judas. C'était ma mère. Je l'ai laissée là, je l'ai regardée frapper, appeler mon nom, puis simplement attendre, 25 minutes. Elle a laissé un mot près de la porte. Je l'ai jeté sans le lire. Vers 20 et 1h00 ce même soir, il y a eu un autre coup à la porte. 2 coups courts.
J'ai pensé que c'était être encore elle. Être Laura cette fois. Ce n'était pas le cas. Le type dehors ressemblait à quelqu'un qui avait travaillé comme agent de sécurité dans un centre commercial. Veste noire, pantalon gris, le genre de visage qu'on oublie jusqu'à ce qu'il soit dans ton couloir en train de poser des questions. Il ne s'est pas présenté. Il m'a simplement regardé un instant et a dit « Ton père t'envoie ses salutations ». Puis il est parti. Pas de menace, juste un message. Le lendemain matin, j'ai remarqué que ma serrure avait des marques fraîches, comme si quelqu'un avait essayé de la crocheter, mais sans se presser. Mon voisin Tom, un homme plus âgé, un peu curieux, m'a dit qu'il avait vu quelqu'un demander à quelle heure je rentrais habituellement chez moi. Il a dit que le type n'était pas sympathique. J'ai déposé une plainte à la police cet après-midi-là. J'ai tout listé. La visite, les dommages à la serrure, l'agression, mais j'ai ajouté une chose à la fin qui a tout changé. J'ai donné à l'agent le nom de l'homme que j'avais vu. Ce n'était pas une supposition. Je l'avais reconnu à la fête de retraite de mon père. Ce n'était pas un étranger. C'était l'un de ses anciens collègues que tout le monde pensait être venu simplement lui souhaiter bonne chance. Il avait bu du whisky et avait à peine dit un mot. Il s'avère que son nom ne figurait sur aucune liste d'invités. Au moment où j'ai reçu la confirmation de l'agent que l'homme qui avait frappé à ma porte n'était pas juste un ivrogne qui tentait sa chance, tout a changé. C'était un enquêteur privé licencié jusqu'à il y a quelques années, qui travaillait maintenant dans la zone grise, principalement engagé par des gens qui ne voulaient pas qu'on pose de questions. L'agent ne l'a pas dit ouvertement, mais le ton était clair. Il avait déjà vu ce genre de type utilisé par des gens qui essayaient de faire peur à leur famille pour les soumettre. L'implication. Mon père l'avait payé pour me secouer, pour fouiller dans ma vie, et être pire. Mais la partie qui a allumé la mèche, c'est qu'il avait déjà rendu visite à mon ex, Olivia. Je n'avais pas parlé à elle depuis plus d'1 an. Les choses s'étaient terminées proprement. Pas de rancune. Elle m'a envoyé un texto vers minuit, juste après le départ de la police. Elle disait qu'un type prétendant s'occuper d'une affaire familiale était venu à son bureau et avait demandé si elle savait quoi que ce soit sur mes finances. Il avait posé des questions sur ma santé mentale, si j'avais déjà parlé de faire du mal à quelqu'un, si j'avais déjà fait allusion à faire quelque chose de réclesse avec l'argent. Au début, elle pensait qu'il était un collecteur de dettes, jusqu'à ce qu'il mentionne le nom complet de mon père. C'est là que tout est devenu clair. Mon père n'était pas juste en colère. Il planifiait quelque chose. Être pas un procès, mais quelque chose de plus sinistre. Assassinat de caractère, gaslighting par tierce personne, me faire passer pour instable, imprévisible, dangereux. Le genre d'homme à qui on ne devrait pas faire confiance avec de l'argent, des secrets, ou même ma propre liberté. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il avait sous-estimé tout ce que je savais. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de ça, j'ai ouvert le seul dossier que j'avais gardé enfoui pendant des années, un dossier numérique appelé « Contingency ». Ça avait commencé comme une blague. Vraiment, juste une collection de captures d'écran et de documents qui, si jamais nécessaire, pourraient servir d'assurance. Des choses comme des emails entre mon père et son ancien associé commercial à propos de déductions fiscales qui n'étaient pas exactement propres. Des scans de quelques chèques que ma mère avait déposés sur son compte personnel provenant de fonds qui n'étaient jamais censés toucher son nom. Rien d'illégal, pas directement, mais assez louche pour la couler socialement, financièrement, être même légalement. Et puis il y avait la fiducie. Mon grand-père avait laissé à Laura et à moi un fonds de fiducie substantiel. La clause était spécifique. Il serait partagé 50 sur 50 quand nous aurions 30 ans, sauf si l'un de nous était manifestement inapte à gérer les fonds. Ce que personne ne savait, pas même Laura, c'est qu'après la mort de notre grand-père, j'avais été nommé fiduciaire temporaire. Pouvoir temporaire à transférer à un tiers si nécessaire. Mais personne n'avait jamais changé ça. J'étais toujours en charge. Je n'y avais jamais touché. Je n'en avais pas besoin. Mais quand j'ai commencé à examiner les relevés, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. La moitié de Laura aurait dû être intacte, simplement là. Mais ce n'était pas le cas. Près de 120 000 $ avaient été déplacés sur une période de 3 ans. Pas ouvertement, mais déguisés. Des transferts étiquetés, frais administratifs. Des factures de société qui n'existaient pas, même quelques dons à des œuvres de bienfaisance avec des sites web suspectement vides. Le travail de façade était bâclé. Il m'a fallu 2 heures pour comprendre exactement où allait l'argent. Chaque piste menait directement à mes parents. Ils avaient siphonné l'héritage de Laura pour soutenir leur style de vie. Hypothèque, mise à niveau de voiture, même un investissement raté dans un flip immobilier qui avait mal tourné en 2020. Ils n'avaient pas juste volé à moi. Ils avaient volé à leur fille, celle qui répondait encore au téléphone quand ils appelaient. J'ai tout mis ensemble, propre, facile à lire avec des sauvegardes, des captures d'écran, des journaux de transactions, des dates. J'ai tout envoyé à Laura. Elle a appelé en moins de 20 minutes. J'ai décroché en m'attendant à des larmes ou à du déni. Au lieu de ça, elle est restée silencieuse longtemps. Quand elle a parlé, sa voix était froide. Tu m'as volé. Oui. Et ils ont essayé de te détruire. On dirait bien. Alors brûlons tout. Je lui ai dit que je m'occuperais du reste, mais je n'étais pas préparé à ce qu'elle fasse ensuite. Le lendemain matin, elle a pris l'avion sans prévenir personne. Elle s'est présentée à mon appartement avec un sac de sport et un dossier plein de ses propres reçus. Il s'est avéré qu'elle avait aussi collecté des choses, elle aussi. Elle pensait juste qu'elle ne les utiliserait jamais. Des choses comme les textos de notre mère lui demandant de mentir à un guichetier de banque, les emails de notre père sur le fait qu'il pourrait avoir besoin d'accéder à ses comptes pendant qu'elle était à l'école.
Ce même jour, j'ai envoyé une copie du dossier complet à l'expert comptable de mes parents. Pas pour menacer, pour avertir, parce que ce qui allait suivre n'allait pas être silencieux. Je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents pendant 2 jours après avoir envoyé le dossier à leur comptable. Pas un texto, pas un appel, rien. J'imaginais leur réaction de 100 façons différentes, déni, panique, colère, mais rien ne m'avait préparé à ce qui s'est réellement passé. Le 3e matin, j'ai reçu un email. Pas deux, de leur avocat. C'était court, juste 2 lignes. Mes clients exigent un cessez et desiste immédiat. Toute distribution supplémentaire d'informations financières privées sera considérée comme une infraction pénale. Ceci est votre seul avertissement. Pas de signature, pas d'entête officielle, rien sur une tentative de discussion. Juste une menace légale, à peine voilée et rédigée à la hâte. C'était le premier signe qu'il perdait le contrôle. Je l'ai transmis à Laura. Elle n'a pas répondu avec des mots, juste une photo. C'était l'extérieur de la maison de nos parents, prise depuis la rue avec un grand panneau rouge planté sur la pelouse. Avis de saisie. Daté de ce matin-là, il pensait que je bluffais. La société d'hypothèque avait bougé plus vite que je ne le pensais. Mon estimation, ils étaient déjà en défaut avant même que je retire mon argent. Mes fonds leur avaient acheté du temps, et quand ça s'est arrêté, le compte à rebours s'est terminé. Pas d'économie pour les maintenir à flot, pas de plan B. La maison dont ils me faisaient la leçon avait disparu, mais ce qui m'a vraiment brisé, c'est ce qui s'est passé cet après-midi-là. Laura est allée à la maison. Elle ne me l'a pas dit jusqu'après. Probablement parce qu'elle savait que j'aurais essayé de l'arrêter. Elle a frappé. Maman a ouvert. Elle dit que notre mère est restée là dans un silence total pendant presque une minute entière, comme si elle ne pouvait pas décider si elle devait la serrer dans ses bras ou la gifler. Puis notre père est apparu derrière elle et n'a rien dit. Il l'a juste regardée comme si elle était un fantôme. Finalement, il a parlé. Tu es aussi brisé que lui. Laura m'a dit plus tard qu'elle n'avait pas bronché. Elle lui a tendu une copie des relevés de la fiducie, a pointé la ligne du bas et a posé la question. Comment penses-tu que ça se termine? Elle a dit. Le visage de mon père est devenu blanc comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Et puis, de façon inattendue, il s'est assis, n'a pas crié, n'a pas argumenté, il s'est juste assis là, et a commencé à marmonner sur comment il avait tout construit à partir de rien, comment il ne comprenait pas la pression, comment nous étions gâtés et ingrats. Ça aurait dû être la fin. Mais plus tard ce soir-là, quelqu'un a cambriolé ma voiture. Ils n'ont rien volé. Ni les lunettes de soleil dans la boîte à gants, ni l'ordinateur portable que j'avais stupidement laissé sur la banquette arrière. Au lieu de ça, ils ont laissé quelque chose. C'était une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une seule photographie. Moi, prise depuis l'autre côté de la rue en train de quitter mon appartement 2 jours plus tôt. Au dos, dans une écriture que je ne reconnaissais pas, 3 mots. You went too far. J'ai appelé Laura. Je lui ai dit que je partais de la ville pour quelques jours, que je me faisais discret. Elle n'a pas hésité. Elle a dit qu'elle ferait pareil. Nous savions tous les deux ce que ça signifiait. Ce n'était plus seulement une question d'argent, de respect ou de vengeance. Ça a été devenu autre chose. Et quoi que mes parents planifiaient maintenant, ça ne serait pas légal. J'ai quitté la ville cette nuit-là, j'ai fait un sac, j'ai éteint mon téléphone et j'ai roulé vers le nord. Je n'ai dit à personne où. Laura et moi avions convenu de disparaître quelques jours, de laisser les choses se calmer, ou du moins de leur donner assez de silence pour qu'ils deviennent nerveux. Quand tes ennemis ne savent pas ce que tu fais, ils commencent à faire des erreurs. Je suis revenu 3 jours plus tard. Mon appartement n'avait pas été touché. La caméra de sécurité de l'immeuble montrait que personne n'était venu près de ma porte depuis mon départ, mais ça ne m'a pas rassuré. Je connaissais mon père. Ça n'allait pas être bruyant. Il essaierait de me détruire discrètement, chirurgicalement, ruiner ma vie morceau par morceau. Alors j'ai bougé en premier. Vous vous souvenez du fonds de fiducie? Ce que mes parents ne savaient pas, c'est que j'avais déjà parlé à un avocat, un spécialisé dans les crimes financiers et l'abus de confiance. Laura et moi avons tout signé ensemble. Au moment où elle a vu que l'argent avait disparu, elle m'a donné sa pleine autorisation d'agir. En moins de 48 heures, l'avocat a déposé une plainte officielle auprès de l'État. Nous avons soumis une documentation complète, faux, transactions non autorisées, fausses factures, même les signatures que ma mère avait essayé de contrefaire. Laura avait un expert en graphologie judiciaire qui l'avait confirmé. C'était étanche. Mais ce n'était pas le meilleur. La maison était déjà en saisie, mais il n'avait pas encore déménagé. Il pensait avoir le temps de faire traîner avec la banque. Alors j'ai tiré la dernière ficelle. J'ai appelé le président de l'HOA de leur quartier. J'ai fait semblant d'être un acheteur potentiel qui s'enquérait des préoccupations concernant la réputation du quartier. Puis j'ai mentionné nonchalamment une étrange activité financière impliquant une propriété dans leur rue, et j'ai fait allusion à une possible enquête. Je n'ai pas cité de nom, juste semé l'idée. 2 jours plus tard, ils ont reçu une demande formelle du conseil de l'HOA. Je savais qu'ils paniqueraient. Ils se souciaient plus du statut que de tout le reste, plus que de la famille, plus que de l'argent, que leur saleté financière fuit dans la communauté. Ça les écraserait. Le lendemain, Laura a appelé. Elle a dit que notre père avait essayé de l'appeler 2 fois, puis avait laissé un message. Il ne criait pas. Il suppliait. Il disait qu'ils perdaient tout, qu'ils étaient humiliés, que les gens murmuraient, qu'ils avaient besoin d'aide. Laura n'a pas répondu. Elle m'a juste envoyé le message vocal. Alors j'ai passé à l'étape suivante. J'ai posté l'histoire en ligne anonymement au début. Rien qui nous lie directement, juste un récit détaillé d'une famille qui avait mal utilisé le fonds de fiducie de leurs enfants
et qui, après une humiliation publique, avaient engagé un enquêteur privé pour traquer leur propre fils. Ça a rapidement gagné en traction. Les gens ont commencé à commenter, à spéculer. Certains ont même deviné dans quelle ville ça s'était passé. Un journaliste local m'a envoyé un message privé pour me demander si je voulais parler. J'ai dit oui. Et puis j'ai joint une photo, la même qui avait été laissée dans ma voiture. Moi pris en train de quitter mon appartement. J'ai tout raconté au journaliste, pas seulement l'argent, pas seulement le détective privé, tout, même les menaces. 2 jours après la publication de l'article, j'ai reçu un email du même avocat qui m'avait averti plus tôt. Ils envisagent une action en diffamation. J'ai répondu par une phrase. Dites-leur d'essayer. Je les verrai au tribunal. Le lendemain matin, ma mère m'a appelé pour la première fois depuis des semaines. Elle ne criait pas, elle ne menaçait pas, elle pleurait. Elle disait qu'ils étaient surveillés. Elle disait qu'ils avaient tout perdu. Et je lui ai dit la vérité. Je n'avais pas encore fini. Après que l'article ait explosé, le silence est devenu bruyant. Plus de visites du détective privé, plus d'enveloppes menaçantes. Mes parents ont disparu du monde numérique, compte Facebook désactivé, LinkedIn nettoyé. Je savais ce que ça signifiait. Contrôle des dégâts. Ils se cachaient. Mais le problème avec le fait de se cacher, c'est que quand les gens ne peuvent pas te trouver, ils cherchent plus fort. Et les gens cherchaient. Le journaliste a suivi 3 jours plus tard. Il a dit que l'histoire avait été reprise par un réseau national. Il voulait faire un segment sur la trahison financière au sein des familles. J'ai accepté à une condition. Ils devaient garder les noms anonymes, au moins jusqu'à ce que je leur donne le feu vert. Pendant que tout ça grossissait, Laura a trouvé autre chose. Quelque chose que nous avions négligé. Un deuxième compte séquestre. Celui-ci était caché sous une structure de LLC fantôme mise en place il y a 3 ans, liée à un nom d'entreprise dont personne dans la famille n'avait jamais entendu parler. Il était techniquement au nom de mon père, mais listait Laura et moi comme parties prenantes héritières. Au début, cette expression ne signifiait rien, jusqu'à ce que notre avocat l'examine. Il s'est avéré que ce deuxième compte avait été utilisé comme siphon. Mon père avait pris de l'argent de notre fiducie originale, l'avait fait transiter par cette société fictive et l'avait mis de côté comme un bunker privé. Il restait encore 86 000 $ dedans. Nous l'avons gelé. Cette même nuit, Laura m'a envoyé un texto. Tu devrais entendre ça. Elle m'a transféré un message vocal d'un numéro masqué. C'était notre père. Il avait l'air bizarre, presque ivre. Il a parlé d'erreur, de comment nous ne comprenions pas ce qu'il essayait de protéger. Puis il a dit quelque chose qui m'a fait tomber l'estomac. Je sais que tu penses que tu gagnes, mais je ne suis pas le seul à savoir des choses. Ça m'est resté. Je l'ai réécouté 10 fois. Quelque chose dans sa voix n'était pas juste de la défaite, c'était de la peur. Le lendemain matin, une femme nommée Dana s'est présentée à mon bureau. La quarantaine, voix tranchante, portait des lunettes trop grandes pour son visage. Elle a dit qu'elle avait travaillé avec mon père il y a des années. Elle avait quelque chose que je devais voir. Je ne l'ai pas laissée entrer dans le bureau. Nous sommes allés dans un café en bas de la rue. Elle a glissé une clé USB sur la table. Il a fait des copies de tout. Elle a dit « Des trucs de banque, les comptes de ta mère, et autre chose ». J'ai demandé « Quoi ?» Elle a regardé autour d'elle et a chuchoté « Police d'assurance, des anciennes, du genre qui paie quand quelqu'un disparaît ». J'ai quitté le café sans finir mon café. À la maison, j'ai ouvert les fichiers. Il y avait des copies scannées de police des années 2000. L'une avait mon nom, une autre celui de Laura, les bénéficiaires, ma mère et mon père, et dans la section notes de l'une d'elles, quelqu'un avait écrit à la main « Introuvable si à l'étranger ». J'ai senti le sang quitter mon visage. Ce n'était plus juste de la cupidité. Ce n'était plus juste de l'humiliation, de la vengeance ou du vol d'héritage. C'était plus sombre. Ils avaient des plans de secours, des contingences. Et puis je me suis souvenu de quelque chose. Un voyage qu'ils avaient fait en 2018 à Bise. Censé être des vacances. Ils étaient restés 3 semaines de plus. Aucune explication, aucune photo, juste du silence. À l'époque, je pensais qu'ils essayaient de se remettre ensemble. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. Cette nuit-là, j'ai appelé Laura. Nous n'étions jamais juste une assurance, nous étions la stratégie de sortie. Elle n'a pas argumenté parce qu'elle savait qu'ils n'avaient jamais prévu de nous donner quoi que ce soit. Ils prévoyaient de partir. Je n'ai pas pu dormir après cette nuit. Je continuais à penser à cette police, à Bise, à ce commentaire étrange que mon père avait fait sur le message vocal. Je ne suis pas le seul à savoir des choses. Mon esprit est allé dans des endroits où je ne voulais pas aller. Est-ce qu'ils avaient déjà sérieusement pensé à ça, à encaisser, à faire semblant, à recommencer? Je ne voulais pas y croire. Mais à ce stade, je ne leur faisais pas confiance pour arroser une plante, encore moins pour valoriser la vie de quelqu'un par rapport à un versement. J'ai rencontré notre avocat à nouveau. Nous avons remis la clé USB, examiné les documents d'assurance et commencé le processus de gel légal de toutes les polices. Il a aussi souligné quelque chose d'encore plus inattendu. Le vol de la fiducie combiné à la fraude potentielle et au harcèlement était suffisant pour justifier des accusations pénales complètes. Nous n'avons pas porté plainte. Pas encore. Nous leur avons donné un délai. Ce n'était plus une question d'argent. Laura et moi n'en avions pas besoin. Nous voulions une rupture nette. Pas de maison, pas d'excuses, pas d'appel vague à Noël demandant de l'aide. Juste une fin légale, documentée, irréversible. Les termes étaient simples. Il renoncerait à tout accès aux 2 comptes de fiducie. Il fournirait un affidavit signé admettant les malversations financières. Il quitterait l'État pour de bon. Pas d'appel, pas d'email, pas de menaces. Nous leur avons donné 7 jours. Le 4e jour, ils ont accepté.
Pas de combat, pas de déni, juste un seul email. Envoyez les papiers. Je n'ai pas demandé pourquoi ils avaient cédé si facilement. Je ne voulais pas savoir. Mais ensuite, quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. 2 jours après la signature, mon père a envoyé un dernier message. Pas à moi, à Laura. C'était une lettre tapée sans salutation, juste un paragraphe. Nous pensions construire quelque chose de solide. Nous n'avons pas réalisé que nous coulions du béton autour de nos propres pieds. Dis à ton frère que nous avons perdu la partie au moment où il a souri et est parti sans la montre. Elle me l'a transféré sans commentaire. Je l'ai lu une fois et je l'ai supprimé. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle depuis. La dernière fois que j'ai vérifié, leur maison avait été vendue en dessous du prix du marché. La Shoah les avait sanctionnés pour avoir perturbé la communauté. Leur nom n'apparaissait plus sur aucun document d'escroc. Leur comptable les avait lâchés. Et moi, j'ai donné la Rolex. Discrètement, sans histoire, sans plaque, sans ego, juste parti. Parce qu'au final, ce n'était pas une question de prouver un point. C'était une question de couper le cordon qu'il pensait avoir enroulé autour de mon cou. Et quand il a cassé, c'était silencieux, permanent, exactement comme ça devait être. Mini mise à jour 1 an plus tard. Ça fait presque 1 an que tout s'est passé. Je ne prévoyais pas de faire une mise à jour, mais quelque choses sont arrivées récemment qui m'ont fait penser que c'était le moment. D'abord, j'ai reçu une lettre, pas un email, une vraie lettre manuscrite dans une enveloppe sans adresse d'expéditeur, postée depuis l'Oregon. Je connaissais l'écriture. C'était celle de ma mère. Juste 2 pages. La première moitié était le langage habituel plein de culpabilité sur comment il n'avait fait que ce qu'il pensait nécessaire. Comment il n'avait jamais cessé de nous aimer même quand nous étions devenus des étrangers. Je ne l'ai même pas terminée. Mais la deuxième page était différente. Elle disait « Tu penses que tu sais tout, mais ton père ne t'a pas dit ce qu'il a fait avec le reste. » Cette ligne m'est restée. Aucune explication, aucun contexte, juste ça. J'ai fait quelques vérifications, j'ai recontacté notre avocat et il s'avère qu'il existe un 3e compte offshore. Pas directement à son nom, mais lié à la même société fantôme utilisée pour le siphonnage de la fiducie. Il n'y a plus d'argent dedans, mais il a existé, ce qui signifie qu'il pourrait y en avoir plus. Laura et moi en avons parlé. Pour l'instant, nous laissons tomber. Nous n'allons plus le poursuivre. Certaines choses ne valent pas la peine d'être déchirées, surtout quand les personnes derrière sont déjà comme des fantômes. Je n'ai plus eu de nouvelles d'aucun d'eux depuis. Pas d'anniversaire, pas de fête, rien. Mais je vérifie encore le courrier de temps en temps, juste au cas où. Si vous avez suivi l'histoire jusqu'à la fin, qu'en pensez-vous? Est-ce que Tom a eu raison de les couper? Aurait-il dû aller encore plus loin ou se retenir? Et cette dernière lettre? Y avait-il quelque chose de plus derrière? Partagez vos pensées en commentaire. Comment auriez-vous géré ça? Et si l'histoire vous a tenu en haleine, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine. Il y en a d'autres d'où ça vient. Abonne-toi pour plus d'histoires quotidiennes.